Ok, on va démarrer, ça va faire venir du monde, je pense. J'espère que vous allez tous bien en ce samedi matin. On est le quoi? On est le 12 novembre. Nous sommes au Salon du Made in France, ça vous aura pas échappé, qui fête ses 10 ans cette année. Le salon, il fait 100 000 visiteurs tous les ans. C'est beaucoup, 100 000. Donc voilà, j'ai mis ce matin sur LinkedIn qu'on avait sûrement eu plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Je ne sais pas si c'est le bon chiffre, mais voilà, 100 000 personnes qui viennent nous voir ici au Salon du Made in France tous les ans, c'est dingue. Et du coup, je vais revenir un peu sur le parcours du slip, pourquoi, comment, qu'est-ce qui fait qu'on est là et qu'est-ce qui fait que surtout qu'on a des projets à vous annoncer et à partager avec vous. Je m'appelle Guillaume Gibaud, j'ai 37 ans, je suis parisien, je suis un vrai parisien, il n'y en a pas beaucoup. J'habite aujourd'hui dans le 18e, j'ai 2 enfants, 4 et 1 an qui vont venir demain. Je suis trop content parce que je vois plein d'enfants ici et ils s'arrêtent devant les machines encore plus que les autres. Les miens, ils viennent demain et je suis hyper fier. Voilà, j'ai un peu de cerne sous les yeux avec les petits enfants, mais vous m'en voulez pas. J'ai créé il y a 10 ans, il y a 11 ans maintenant, une marque qui s'appelle le Slip Français, que vous connaissez tous, j'espère. J'ai fait le pari un peu fou avec des copains, et c'est vraiment la vraie histoire, de lancer une marque de slip. Je ne pensais pas du tout que ça allait m'amener jusque-là. Pour refaire l'histoire en 2 mots, quand je suis sorti d'école, j'ai travaillé chez Bio C'est Bon. Je ne sais pas si vous voyez les supermarchés bio. Mon premier job, je suis arrivé chez Bio C'est Bon, il y avait 4 magasins. Je suis reparti, il y en avait 10. Et j'ai compris chez eux que je voulais monter ma boîte et bosser dans un truc qui me parle, qui fait du sens. Le bio, à l'époque, c'était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui. Je vous parle de 2010. Et j'ai compris que, voilà, en recrutant les équipes, en ouvrant les magasins, j'avais un impact concret que si je faisais pas bien mon boulot, on ne pouvait pas travailler dans les magasins. Et j'ai adoré ce truc-là et j'ai compris que je voulais monter ma boîte. Et du coup, peut-être comme certains d'entre vous aujourd'hui, jeunes ou moins jeunes, vous avez envie de monter votre boîte. J'en vois qui sourient, donc voilà, il y en a qui mûrissent. Il ose à peine me regarder, mais peut-être, il est peut-être là pour ça, tant mieux. On pourra en reparler. Moi, voilà, à 25 ans, je me dis j'ai envie de monter ma boîte. Monter sa boîte, ça prend du temps. Moi, ça fait 11 ans. C'est du temps, de l'énergie, de toujours raconter son histoire encore et encore avec cœur, avec enthousiasme. Et je me dis, moi, la mode, j'ai toujours bien aimé ça. J'ai toujours bien aimé les fringues. J'ai toujours bien aimé les marques françaises, Lacoste, Petit Bateau, Louis Vuitton, Hermès, Lecoq Sportif, Aigle. Voilà, ces marques-là qui font partie de mon référentiel, qui fabriquent plus ou moins en France. Plus ou moins. Mais en tout cas qui ont un lien avec la fabrication française. Et je me dis, ok, il y a 10 ans, il y a 11 ans, je veux lancer ma marque de mode. C'est pas très compliqué de lancer une marque de mode. Il faut faire un premier produit, lancer un premier stock, mais je me dis, je vais quand même essayer de mettre toutes les chances de mon côté. Il y a des catégories de produits qui sont plus adaptées à la vente en ligne, puisque je me dis qu'évidemment, Internet va faire exploser la façon dont ce métier fonctionne. Il y a 11 ans, Instagram n'existait pas en France, pour vous dire quand même ce qui s'est passé dans notre métier. Et je me dis, les chemises, les chaussures, les pantalons, c'est compliqué, on ne connaît pas sa taille. Si on achète sur Internet, il faut renvoyer, c'est un peu galère. Les sous-vêtements, par contre, c'est petit, c'est léger, ça ne s'essaye pas. Et on est très fidèle à une marque de sous-vêtements. Donc ça coche quand même pas mal de cases de faire un bon produit à vendre sur Internet. Et je me dis, je vais lancer une marque de sous-vêtements, je vais la faire fabriquer en France, je vais raconter cette histoire de l'atelier, je vais reconnecter le public avec, et c'était mon intuition il y a 11 ans déjà, avec le savoir-faire. Donc finalement, faire une usine du futur à Paris, porte de Versailles 11 ans plus tard, c'est quand même une belle illustration. Et je me dis, j'ai envie de faire une marque qui se démarque et qui arrive à se faire connaître. Et là-dessus, je vais boire des bières avec des copains dans un bar qui s'appelle le Sauvignon, à côté du Bon Marché, pour ceux qui connaissent. Et je raconte cette histoire-là. Je me dis, j'ai envie de monter une marque de sous-vêtements, j'ai envie qu'elle soit fabriquée en France et qu'on raconte l'histoire des ateliers. Et je pense que je vais réussir à vendre des slips sur Internet. Et j'ai un de mes potes qui me dit évidemment, et ça paraît facile de raconter l'histoire aujourd'hui, mais il y a 11 ans, quand je dis ça, quand je dis je vais vendre des slips sur Internet, tout le monde me dit mais ça va jamais marcher ton truc. Et mon pote Hugo me dit mais mec, ça va jamais marcher, tu vas jamais me vendre un seul slip sur Internet. Je lui dis écoute, je vais pas faire n'importe quel slip, je vais faire le slip français, tu vas voir, ça va cartonner. On rigole, on boit des bières, on passe la nuit dessus. Sauf que moi, le lendemain, je me dis en fait, je vais vraiment le faire parce que j'ai 25 ans, j'ai compris que je veux monter ma boîte, j'ai pas grand chose à perdre. Et je me dis, ok, vas-y, go. J'ai jamais mis les pieds dans une usine textile. Je suis pas un spécialiste d'Internet, mais je me dis, ok, vas-y, on y va. Je fais un premier modèle de slip sur PowerPoint. Donc, je fais un patronage vraiment de slip. 4 couleurs, un seul modèle, 4 couleurs, bleu, blanc, rouge, noir, le vaillant, l'intrépide, le redoutable et le triomphant. Je trouve une usine textile qui s'appelle Moulin Neuf Textile en Dordogne. Je fais fabriquer 600 slips. Donc pour ceux qui connaissent le métier, pourquoi 600? Parce que 50 par taille et par couleur, qui est le minimum industriel. Fois 3 tailles et 4 couleurs, ça fait 600. Le compte est bon. Et je ramène ces premiers 600 slips dans le coffre d'une voiture de location d'Angoulême à Paris, chez ma grand-mère. Je les mets dans un garage et je bricole en parallèle le temps d'attente, parce que pour ceux qui montent leur marque, le temps il est très long au début. Personne ne vous connaît, vous n'avez pas de produit à vendre, vous n'avez pas de site web, vous attendez, c'est un peu long. Et je bricole le premier site web, le slipfrançais.fr, que j'ouvre le 15 septembre 2011. Et là, je me dis, personne ne croit en moi. Aujourd'hui, on est quelques-uns à se dire que c'est pas une mauvaise idée. À l'époque, vraiment, ma mère, ma grand-mère, personne ne se dit que ça va marcher ce truc. Et je me dis, au pire, j'aurai des slips pour toute ma vie. Et je lance le slipfrançais.fr en septembre 2011. Et là,
Je fais ce que vraiment je crois qu'il ne faut jamais lâcher quand on est entrepreneur. J'essaie de faire parler de ma marque, de mon projet. Donc j'écris à contact@lemonde.fr, contact@lefigaro.fr, contact ce que vous voulez sur Internet. Vraiment, j'ai aucun contact presse, je ne connais pas ce milieu, j'ai jamais travaillé là-dedans, mais à la force d'envoi de mail, j'arrive à obtenir des parutions et du coup, je commence à avoir un peu de trafic sur le site et je commence à faire des ventes. 2011, je suis auto-entrepreneur, je fais 40 000 euros de chiffre d'affaires et j'écris à la main sur des enveloppes le nom des gens qui commandent pour Noël les premiers slips français. Je vais à la poste avec des grands sacs Ikea bleus, déposés à la poste de la rue de Sèvres, où les gens m'appellent Monsieur Slip, on fout bien de ma gueule, mais tous les jours, j'y vais parfois 2 fois par jour avec des gros sacs et j'envoie mes premiers clients et je suis hyper fier. Et là, je me dis, wow, je tiens un truc, j'ai 25 ans, j'ai des slips dans le garage de ma grand-mère, c'est marrant, je commence à des articles de presse. Tout le monde se dit, c'est quoi ce délire? Et là, coup de bol, du destin, hasard, j'en sais rien. 2012 arrive une campagne présidentielle où le Made in France devient, et comme il deviendra souvent, un des axes clés des candidats, de dire voilà, comment on se positionne pour retrouver de l'emploi industriel dans notre pays, comment est-ce qu'on peut fabriquer en France. Et là, François Hollande sort son slogan dont vous vous souvenez tous, bien sûr, ça nous met un petit coup de vieux, mais il dit « Le changement, c'est maintenant ». Et moi, je dis super, le changement, c'est maintenant. Et pour ceux qui étaient là, je me marre parce qu'il y en a qui ont écouté la masterclass hier. L'histoire va quand même être à peu près la même, hein, donc vous pouvez rester. Mais et du coup, François Hollande dit le changement, c'est maintenant. Moi, j'ai 25 ans, je viens de faire 40 000 euros de chiffre d'affaires. Les slips, ça fait marrer tout le monde, globalement, et tant mieux. Et je me dis, en fait, comment est-ce que je peux me faire connaître en fait? Je suis entrepreneur, j'ai mes produits à vendre, je comprends que je peux vendre des produits sur Internet si j'arrive à ramener des gens sur mon site. Et je me dis, comment je peux faire venir des gens sur mon site? Je me dis, franchement, le changement de slip, c'est maintenant. C'est cool, c'est pas très dur à faire sur Photoshop, on y va en attente, quoi. Et donc, je détourne vraiment sur Photoshop, même pas sur Photoshop, sur un logiciel qui s'appelle GIMP, qui est une version gratuite de Photoshop, si vous dire si c'est bricolé. Et je bricole sur Photoshop le truc et je mets le changement de slip. C'est maintenant, vous pouvez taper sur vos téléphones. Le montage, il est vraiment crado, quoi. Mais je mets ça sur Facebook à l'époque et là, explosion de partage de presse sur les réseaux sociaux. Les journalistes se disent mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que vraiment il y a une vraie marque de slip derrière? Et je me souviens donc en 2012, chez ma grand-mère, il y avait la queue. J'avais vraiment un portant en métal avec 4 slips. Vraiment, c'est vraiment ça. Et j'avais Radio France, TF1, M6 et je ne sais plus quelle radio qui était là en disant mais Monsieur Gibault, est-ce que vous faites vraiment des slips? Est-ce qu'ils sont vraiment fabriqués en France? Et donc du coup, beaucoup de trafic sur le site. Le site tombait tellement, je l'avais bricolé tout seul et j'avais aucune idée de comment bien faire ça va être dur à dire. Construire un site, parce que vous avez vu architecture, ça va être dur. Du coup, le site tombe tellement il y a de trafic et évidemment, j'arrive pas à fabriquer assez vite. Et de là démarre pendant 3 ans une première étape de la boîte où, sans levée de fonds, sans rien, vraiment, je suis commerçant et c'est un très joli mot. J'en suis très fier. On démarre vraiment, je démarre et je commence à m'entourer d'une petite équipe et ils sont les plus anciens du slip, certains sont repassés hier, donc j'étais hyper fier de les voir ici. Et du coup, commerçant, la boîte passe de 0 à 1,5 million de chiffre d'affaires. Arnaud Montebourg porte sa marinière dans le Parisien, vous vous en souvenez tous. Donc ça, encore une fois, rebelote. On devient un personnage du 13h15 le dimanche. Après Delahousse, dans son journal du dimanche, 13h15, il y a des reportages. Il y avait 4, 5, 6 personnages. Il y avait un artisan boucher, un médecin et il y avait le slip français. Donc toutes les 3 semaines, on avait 4 minutes à la télé en direct sur France 2. Et 100% du temps, ça faisait tomber le site et on faisait 10 000 euros de commandes. Donc c'était complètement dingue. Ça a duré pendant 3 ans jusqu'à 1,5 million de chiffre d'affaires. Et du coup, j'ai 26 ans, j'ai une équipe de 10 personnes, on fait 1,5 million de chiffre d'affaires. Et là, j'ai un peu 2 choix devant moi. Soit je me dis, c'est super, c'était un peu une blague et on en reste là. Soit je me dis, il y a peut-être une ambition à porter, peut-être devenir start-up, faire une levée de fonds et faire accélérer ce développement. Si c'était à refaire, est-ce que je ferais le même choix? J'en sais rien. En tout cas, à 26 ans, je me dis, vous l'avez compris, je vais prendre la route ambitieuse, risquée mais ambitieuse. Et donc, on devient start-up. Une start-up, c'est quoi? C'est une boîte qui lève de l'argent auprès de fonds d'investissement pour grandir très vite et prendre des risques et aller chercher plein de clients. Donc, on fait ça et on commence à devenir une start-up. Donc, je recrute une équipe de gens formés qui ont de l'expérience dans le web et dans le digital et on commence à dépenser des budgets en marketing. Et là, la boîte passe de 1,5 million à presque 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Vraiment, à une époque où c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, mais quand on faisait des publicités sur Facebook, en fait, ça ramenait énormément de gens sur notre site et on a vraiment grandi très très vite. On est passé donc de 1,5 million à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. On a constitué le réseau de partenaires que vous avez derrière vous sur la carte. On en a une bonne partie ici à l'usine du futur. Vraiment, on a grandi catalogue produits, les sous-vêtements, les pyjamas, les chaussettes, les maillots de bain.
porté par ce truc de fond de fabriquer localement et par cette notoriété à la fois réseaux sociaux et ça qui est complètement dingue. Et donc, on court après le stock et on a challengé pas mal de nos partenaires fabricants, Brousseau, Le Maillot, où quand on passait de 0 à 150 000 pièces, parce que ça, dont on parle, on a vraiment accompagné une croissance forte et un engagement de carnet de commandes fort auprès de tous ces gens-là. Et donc, jusqu'à 2020, on a écrit cette histoire de start-up qui a grandi très vite jusqu'au moment du Covid où, évidemment, forcément, on revoit un peu l'ambition, on revoit un peu comment est-ce qu'on pense les choses. Et du coup, début 2020, on est devenu entreprise à mission en me disant, voilà, cette phase de forte croissance, elle a été super, mais aujourd'hui, moi, j'ai envie de créer une boîte qui s'ancre et qui ne cherche pas la croissance à tout prix et surtout qui arrête de prendre des risques, puisque dans cette croissance, c'est des boîtes qui peuvent être risquées. Et moi, aujourd'hui, je mesure, en début 2020, je me dis, en fait, on fabrique 600 000 vêtements, on fait travailler, nous, 120 salariés chez nous, au slip, au siège à Paris, la moitié, et dans nos 20 boutiques en France, et on fait travailler plus de 300 personnes. Si on demande à chacun des partenaires ici, à l'année, combien de personnes travaillent pour les productions du style français, Brousseau va dire 7 personnes, Le Maillot va dire 20 personnes, Néret va dire 4 personnes. Si on fait le tour de tout le monde, à la fin, ça fait 300 personnes. Donc en fait, je me dis, ok, 300 personnes, la start-up c'est cool, mais à un moment donné, il faut faire avant tout une boîte rentable qui s'ancre et qui arrive à se projeter dans le temps. Et j'ai pas envie de dépendre de potentiels fonds d'investissement. Donc du coup, en 2020, juste avant le Covid, on prend la décision de changer un peu de stratégie et de devenir entreprise à mission. Ces entreprises définies au sens de la loi Pacte qui cherchent et c'est un peu ma conviction depuis le début, mais à s'attacher à des objectifs économiques d'abord, parce qu'une boîte doit évidemment avant être rentable, mais surtout à des objectifs sociétaux et environnementaux. Et donc, on écrit notre mission d'entreprise qui est de réinventer avec panache l'industrie textile française. C'est un bien joli mot. On l'écrit sur un coin de table en 2020 et 3 semaines plus tard arrive le Covid. Et là, Covid, évidemment, comme tout le monde, on ferme nos boutiques, on se dit, est-ce qu'on va continuer à opérer? On se rend compte assez vite que finalement, on vend des sous-vêtements, des pyjamas et des chaussons sur Internet. Donc finalement, le confinement a été plutôt une bonne affaire pour nous, et heureusement, et tant mieux. Mais surtout, donc ça, à court terme, on comprend ça. Mais surtout, on se rend compte que tous les ateliers, et nombreux ici, se positionnent sur le sujet de notre industrie, qui est les masques. Les masques, ça a été un méga sujet pour nous. Pourquoi? Parce que on en a tous besoin en tant que citoyens. Vous l'avez suivi, on en a trop, on n'en a pas assez. Catégorie 1, catégorie 2. Mais surtout, au début, dans des conditions où on ne savait pas comment est-ce qu'on pouvait travailler dans les usines, on se rend compte que c'est un besoin vital d'arriver à en fabriquer. On n'en a pas assez. Et personne ne sait comment faire ce produit qu'on ne connaît pas. Comment faire filtrer, s'assurer de la capacité de filtration, de respirabilité du masque. À qui les vendre d'abord? Aux hôpitaux, aux écoles, aux commerces qui restent ouverts. Est-ce qu'on doit les vendre à une TVA de 5 ou de 20? Voilà, toutes les mêmes questions se posent. Et moi, je me rends compte que tous les ateliers avec qui on travaille, Le Maillot et les autres, se posent tous les mêmes questions. Et je me dis, en fait, là, il faut absolument qu'on organise la filière pour être efficace dans cette production. Et donc, je me rapproche du comité stratégique de filière et de Bercy, du ministère de l'économie et des finances, et je leur dis, si vous voulez, on vous aide, on se met à votre dispo. Et ça veut dire quoi? Très concrètement, on ouvre une boucle WhatsApp où on commence à rameuter 5, 10, 15 ateliers, et on ouvre un fichier Google Sheet où on fait 3 choses. 1, les fabricants matière. 2, les confectionneurs. Et 3, les demandeurs de masques. Donc vraiment, 1, les fabricants matière qui tissent ou qui tricotent, mais surtout qui tissent des matières qui peuvent être filtrantes pour les masques. 2, les confectionneurs comme Le Maillot qui assemblent et qui confectionnent les masques. Et 3, les gens qui les demandent. Ce fichier Google Sheet est devenu en France en 2020 le fichier le plus utilisé en simultané, puisqu'on a fédéré l'action de 1500 ateliers en France pour fabriquer 200 millions de masques et 12 millions de blouses pour les hôpitaux, dans un réseau qui est devenu derrière Façon de Faire, dont je suis aujourd'hui l'heureux président, avec Léa, notre directrice industrielle, qui doit être dans un coin quelque part, qui était à l'IFTH à l'époque et qui a fait le test d'une grande partie des masques qu'on a pu porter sur nos visages. Et cet événement-là, il a été assez dingue. Parce que quand on se dit qu'on veut réinventer avec panache l'industrie textile française et que 3 semaines plus tard, on devient l'un des rouages d'un effort industriel, presque d'un effort de guerre, parce que c'est vraiment ça. Et vous allez demander à tout le monde ici, je peux vous dire que l'épisode des masques, ils s'en souviennent, et que certains ont fabriqué 10 000, certains 100 000, et en tout cas, ils ont été là pour leur collectivité locale, ils ont réussi à se rendre service, à se rendre utile pour leur métier, pour leur filière et pour le grand public. Et je peux vous dire que si on fait 2 secondes un panorama de la filière textile française, il y avait dans les années 90 700 000 emplois dans nos usines. Aujourd'hui, il y en a 100 000. On a perdu 85% des emplois dans notre filière. Pourquoi? Parce que les donneurs d'ordre, les marques qui voulaient la grande distribution, les marques, tout le monde, on est parti fabriquer de plus en plus loin pour de moins en moins cher, parce que la variable d'ajustement, c'est la valeur du temps humain. Et que quand vous voyez les couturiers et les couturières de Le Maillot, en Chine, au Bangladesh, en Somalie ou en Afrique du Nord ou en Europe de l'Est, c'est la même machine et le même savoir-faire. Sauf que le SMIC et la valeur qu'on va donner à ces gens-là n'est pas la même. Nous, le SMIC, il est au-dessus de 1 600 € chez nous. Au Portugal, qui n'est pas très loin, il est à 700 €.
Au Bangladesh, je ne connais pas le SMIC, je crois qu'eux non plus. Donc on va payer des gens 90 $ à la semaine ou au mois, je ne connais pas le vrai chiffre, mais c'est ça en fait qu'on met derrière la valeur d'un vêtement. Et du coup, c'est pour ça qu'en 30 ans, on a perdu 80% de nos emplois, parce qu'on est parti fabriquer de plus en plus loin pour de moins en moins cher, à une époque où nous tous consommateurs, on était peut-être moins vigilants de ça, sans parler évidemment de l'impact carbone. Un vêtement fabriqué en France, ça va générer jusqu'à 50% en moins d'impact carbone. Si je vous prends l'exemple d'un t-shirt, un t-shirt qui est fabriqué ailleurs va générer 10 kg de CO2 par t-shirt. Un t-shirt made in France peut générer jusqu'à 5 kg d'économie, donc 5 kg de CO2 par t-shirt. Pourquoi ? D'abord, évidemment, le circuit court. Vous économisez 10% de CO2 parce que votre t-shirt ne vient pas en bateau, dans le meilleur des cas, ou en avion depuis la Chine. Et évidemment, l'autre partie, qui est la partie énergétique, qui est sur l'amont de la filière principalement. Quand vous avez des métiers à tisser juste là, quand vous faites tourner ces machines, vous avez besoin de beaucoup d'énergie. En France, l'énergie, elle est décarbonée grâce à l'énergie au parc nucléaire français. Là où en Chine, la même machine, elle tourne au charbon. Donc forcément, quand vous faites tourner ces machines-là, vous avez un impact environnemental bien plus important. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, du coup, la fabrication locale, elle crée de l'emploi, elle crée du lien social, elle crée un impact carbone moins important. Ça semble être du bon sens, mais on l'a tous oublié collectivement, puisqu'aujourd'hui, en France, on met sur le marché par an 3 milliards de vêtements sur le marché. C'est-à-dire que si on prend les vêtements au Galeries Lafayette, chez Système U, chez Carrefour, chez Hermès, on prend tous les vêtements mis sur le marché en France par an, c'est 3 milliards. Si on ramène ça à quelque chose de très concret, c'est 5000 pièces de vêtements par minute. 5000 vêtements par minute que nous tous, Français, on achète dans tous les points, on va acheter du textile. Sur ces 5000 pièces minutes, il n'y en a que 3% qui sont fabriqués en France. Et je pense qu'on peut tous se dire collectivement, globalement, on en a assez des vêtements. On le sait. Et en tout cas, quand on doit en racheter, faisons en sorte qu'on les achète localement. Et ok, ils vont peut-être valoir un peu plus cher. Et un dernier mot là-dessus, et je commence à introduire le sujet de l'ITA. Un dernier mot là-dessus. Aujourd'hui, évidemment, dans l'inflation qu'on connaît, situation économique compliquée, on peut se le dire, c'est un peu la merde quand même. La merde pourquoi ? Le coût des matières premières augmente, le coût de l'énergie augmente, c'est un méga sujet. Le coût du transport est un peu redescendu, mais il a beaucoup augmenté. Pour vous illustrer, un container qu'on fait venir de Chine jusqu'au Havre coûtait avant le Covid 2500 $. Il est monté jusqu'à 15 000 $ par container. Donc on met beaucoup de t-shirts dans un container, mais forcément, quand H&M vend un t-shirt 5 €, quand le container il est passé de 2005 à 15 000, ça fait mal sur le t-shirt. Et c'est un vrai sujet qui, du coup, rend au final de tout ça, avec évidemment aussi le coût du salaire en Chine et ailleurs qui augmente, fait que l'équation économique, elle est beaucoup moins performante quand on importe. Et que là où le Made in France coûtait 50, 60, 70% plus cher, aujourd'hui, il ne nous coûte que 25 ou 30% plus cher. Mais il continue à coûter plus cher. Dernier élément que je ne vous ai pas dit sur la partie environnementale. Donc ça, c'est la partie économique qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent venir fabriquer en France. Sur la partie environnementale, je vous ai parlé des jusqu'à 50% d'émissions de CO2 en moins. Ce qui va arriver, c'est que, ok, on a compris, super, ça génère moins de CO2, trop bien. Maintenant, il va y avoir la loi qui, de toute façon, va imposer ça. Elle s'appelle la loi AGEC, vous en avez peut-être entendu parler. Elle a été votée, les décrets d'application sont en train d'arriver. La loi AGEC, ça va imposer quoi ? Ça va imposer un affichage environnemental sur nos vêtements. Donc, sur l'étiquette des vêtements, vous aurez comme quand vous faites le bilan énergétique d'un appartement, d'une maison ou sur une machine à laver, vous aurez un score ABCDE, comme sur le Nutri-Score, qui vous dira votre t-shirt, en termes environnemental carbone, il est plutôt vert ou plutôt rouge. Ce qui est sûr, c'est que quand votre produit viendra de loin, il sera rouge. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, industriels français. Voilà pour le panorama un peu de pourquoi, du comment du Made in France. Et donc, si je reboucle un peu mon histoire, donc nous, le Sleeve français, on prend cette posture pendant les masques. On ne l'a pas vu venir. On avait écrit Réinventer avec Panache. On faisait travailler pour notre marque 80 ateliers. On était très engagés sur ces sujets. On essayait d'être innovants sur les filières, sur le lin, sur le chanvre, sur la laine, sur le recyclé, sur plein de choses. Mais on comprend, et je comprends, qu'on a un rôle assez particulier. Et ce rôle-là, on l'a pris en fait. Personne, moi, m'a demandé de le faire. Si on ne l'avait pas fait, peut-être quelqu'un l'aurait fait à notre place, ce rôle d'accélérer la filière pendant le Covid. En tout cas, on a été très heureux et très fiers de se mettre à disposition de la filière. On a fait travailler jusqu'à 30 personnes de l'entreprise, le Sleeve français, bénévolement pour constituer et tenir à jour ces outils pour aider la filière. Et du coup, en cheminant, avec Léa, notre directrice industrielle que vous verrez, on s'est dit, mais en fait, on a notre marque et c'est super, nos magasins, on fait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, on fait 2 millions d'EBITDA pour ceux à qui ça parle, donc la boîte est rentable. Moi, j'ai plus envie d'être une start-up qui dépense beaucoup d'argent en marketing. On l'a fait, c'était super, c'était important, ça nous a permis d'atteindre un certain niveau de taille. Aujourd'hui, je pense que c'est plus ce dont j'ai envie et c'est plus ce qui marche de toute façon. Donc, j'ai plus envie de faire ça.
Et par contre, j'ai envie de… Moi, en tant qu'entrepreneur, mon job, c'est de capter un peu voilà, les signaux faibles, les tendances de marché. Aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est qu'en 10 ans, on a construit une autorité de marque. On est connu, si on prend les études, de 2 tiers des Français, et tant mieux. Et moi, je suis ravi que vous soyez client chez nous, et je vous invite évidemment à faire vos cadeaux de Noël au Slip Français dans la boutique juste là ou derrière, évidemment, pensez à nous. Mais surtout, aujourd'hui, notre réalité, c'est que sur LinkedIn, on est contacté par tous les donneurs d'ordre, que ce soit le luxe, la grande distribution, les marques, les acteurs du vêtement de travail comme Caliche qui est jusque-là, ou les gens qui font des accessoires, la mairie de Paris qui veut faire des torchons. Enfin voilà, en tout cas, tout le monde se dit je veux fabriquer plus local. Vous, en tant que consommateur, vous le dites, mais quand dans votre métier c'est d'acheter des vêtements, ok, vous pouvez peut-être pas acheter tout du jour au lendemain made in France, mais par contre, vous avez envie d'enclencher cette démarche. Donc nous, aujourd'hui, le Slip Français, depuis quelques mois, on a lancé une nouvelle activité qui s'appelle les ateliers du slip, qui est juste là, où on accompagne ces donneurs d'ordre dans leur démarche pour leur dire ok, vous voulez faire un t-shirt made in France, on va vous accompagner pour trouver la bonne matière, trouver la bonne fin de vie, trouver le bon partenaire, faire le bon prix, parce que nous tous consommateurs, on n'est pas prêts à accepter n'importe quel prix, vous aider sur le packaging, comment bien raconter l'histoire, aller voir le bon atelier pour que ça puisse fonctionner. Ça, c'est ce qu'on sait faire depuis 10 ans, d'autant plus que depuis 30 ans, comme on a perdu 85% des emplois, ce que les ateliers ont enlevé d'abord, c'est justement cette strate un peu technico-commerciale en fait. Comme ils avaient un carnet de commandes très restreint, ils ont enlevé tout ce qui leur apparaissait sur coût. Donc vraiment toute cette capacité commerciale à aller chercher des clients et bien comprendre. Donc aujourd'hui, nous, c'est le rôle qu'on joue, le rôle d'intermédiaire et le rôle de fournisseur pour les donneurs d'ordre au sein de cette activité atelier du slip. Et pour aller encore plus loin, du coup, puisqu'on aime bien les projets collectifs et qui incarnent les choses, moi, depuis toujours, je défends le fait qu'une entreprise, et c'est le sens de l'entreprise à mission, doit s'attacher à un rôle plus large que simplement être rentable économiquement. C'est indispensable. En tant que chef d'entreprise, je dois évidemment payer les salariés, payer les factures, faire face à nos charges et faire une boîte rentable. C'est indispensable. Mais par contre, on doit s'attacher à des objectifs sociaux et environnementaux beaucoup plus larges. C'est le sens de l'entreprise à mission. Et pour bien faire ça, moi, il y avait une chose que j'avais en tête depuis longtemps, c'était de faire un financement participatif pour nous accompagner et au-delà d'aller chercher des moyens, d'aller chercher des ambassadeurs et des citoyens comme vous qui se disent en fait, dans mes achats, je peux être engagé, mais je peux aussi l'être aussi dans mon épargne. Aujourd'hui, dans mon livret A, où est-ce que ça va? Qu'est-ce que ça finance? J'en sais rien. Et donc, il y a une plateforme qui s'appelle lita.co qui est aujourd'hui avec nous aujourd'hui. Je vais être ravi d'inviter dans 2 secondes sur scène. Lita, c'est une plateforme, ils le diront beaucoup mieux que moi, qui permet aux citoyens comme nous tous, à partir parfois de très petits budgets, d'investir dans des projets qui ont un impact social ou environnemental positif. Nous, on s'est dit, moi j'ai envie de le faire depuis longtemps. Aujourd'hui, avec les ateliers du slip, vous l'avez compris, c'est une nouvelle activité. Aujourd'hui, nous, on est 120 salariés au Slip Français. On fait tourner notre marque, nos 20 boutiques. Et je les salue d'ailleurs tous au passage. Je les remercie d'être là. Et vous les verrez en blouse bleue. Ils sont très à fond. Ils ont un peu les yeux tirés parce qu'on bosse pas mal depuis quelques jours. Mais voilà, je les remercie vraiment d'être là et de mettre toute cette énergie. Du coup, j'ai perdu le fil de mon histoire. Je disais quoi? Oui, donc Lita, pardon. Aujourd'hui, pour donner de l'ambition aux ateliers du slip, on a besoin de 4 choses. On a besoin, d'investir en R&D, avec notamment l'IFTH qui est là-bas. On a besoin d'être innovant sur les filières de matière, le lin, le chanvre, le recyclé. On a un projet Mon Coton, d'ailleurs, pour lequel vous pouvez voter, on vous en reparlera, où on essaie de trouver des solutions vraiment pour faire du recyclé et arriver à bien mesurer l'impact carbone de ce qu'on fait. On a besoin de pouvoir passer à l'échelle tous les sujets d'upcycling, aussi bien matières premières que produits finis. Et on a des démonstrations là-bas avec Modart. On a besoin de structurer notre équipe, puisqu'aujourd'hui, on a peu ou pas d'équipe pour faire cette nouvelle activité. Et on aura besoin, évidemment, de financement pour accompagner et prendre les commandes de nos clients. Quand on va travailler avec des gens comme Calige et se positionner sur des gros et nouvelles commandes, on aura besoin d'avancer le financement, d'avoir ce qu'on appelle le BFR pour ceux à qui ça parle, de pouvoir acheter le stock, lancer les commandes auprès de nos fabricants pour pouvoir derrière les revendre. Donc aujourd'hui, on lance un financement participatif sur lita.co pour nous accompagner sur ces ateliers du slip sous la forme. Alors c'est là où il faut que je fasse gaffe, parce qu'il y a des choses que j'ai le droit de dire et des choses que je n'ai pas le droit de dire, parce que sinon c'est un appel public à l'épargne. Donc Julien, tu le diras mieux que moi. Mais voilà, en tout cas, on a ouvert la collecte sur lita.co. C'est un emprunt qui est rémunéré, qui a un impact positif, les équipes de Lita ont évidemment regardé en détail pour regarder la pertinence et mesurer le degré de risque. Et aujourd'hui, vous pouvez donc contribuer à cet emprunt rémunéré sur Lita. Vous avez toutes les infos en détail quand vous scannez le QR code qui vous raconte toute cette histoire. Et je suis ravi d'accueillir sur la scène mon ami Julien qui va vous présenter en détail Lita et le projet. Merci Guillaume. Je pense qu'on peut applaudir vraiment Guillaume parce que son histoire, elle est incroyable. Beaucoup de pugnacité, de panache. Et on est ravis chez Lita de pouvoir participer et de permettre aux citoyens de contribuer au slip français.
un acteur majeur du Made in France. Alors je vais prendre un petit peu de temps pour vous raconter l'ITA, l'histoire, le pourquoi on fait ça. Et après, je vous présenterai concrètement comment vous pouvez contribuer au financement du SLIP. Alors moi, c'est Julien Benayoun, je suis le cofondateur et directeur général de l'ITA. L'ITA.co, on l'a créé en 2014 avec un peu la même ambition, pas pour révolutionner le secteur du textile, mais celui de la finance. Parce que c'est aussi un secteur qui marche un peu sur la tête et c'est le nerf de la guerre pour pouvoir contribuer à la transition écologique et sociale. Quelques chiffres, l'épargne en France est 6 000 milliards. On a 2 tiers des Français aujourd'hui qui veulent contribuer au financement d'entreprises responsables, qui répondent à des critères sociaux, environnementaux. Et malheureusement, on a moins d'1% de l'épargne des Français qui est dirigée vers ces entreprises-là. Donc il y a une vraie différence, un peu comme le Made in France et les chiffres que tu as cités. Et nous, l'ITA, on veut combler, essayer de créer un lien entre l'épargnant, le particulier, et ces entreprises qui mettent leur énergie, leur savoir-faire, leur panache, leur pugnacité pour réinventer notre modèle, parce qu'on en a besoin, vous le voyez, on le lit tous les jours. Notre modèle, il atteint ses limites et il faut le réinventer, le repenser, autant en matière de répartition des valeurs, autant en matière d'utilisation des matières premières. Voilà, il faut le réinventer. Et donc nous, l'ITA, c'est quoi? C'est une plateforme sur Internet qui permet à un épargnant d'investir à partir de 100 euros, donc on veut que ce soit accessible, vers des entreprises qu'on a sélectionnées sur des critères économiques. On veut que l'entreprise dégage une rentabilité et des intérêts financiers pour les particuliers, sur des critères d'impact, que ce soit des impacts écologiques, sociaux, sociétaux, et également sur le leadership, parce que avant tout, une entreprise, c'est des hommes et des femmes qui ont une vision et qui ont la capacité de... Salut Thomas. Qui ont la capacité d'aller au bout de leurs rêves. Et Guillaume et Thomas en sont des bons exemples. Alors l'ITA en quelques chiffres, c'est quoi? C'est voilà, depuis 2014 on l'a créé. On a une activité qui est réglementée par l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers, qui veille à ce que ce qu'on propose sur Internet, parce que du coup tout le monde peut investir 100 euros, on vous alerte bien des risques, qu'on vous présente bien les conditions d'investissement pour protéger le particulier. Et donc l'ITA, c'est plus de 100 millions d'euros qui ont été investis dans 150 entreprises qui, donner quelques exemples, des entreprises qui vont acheter du foncier pour créer des logements sociaux pour des personnes qui sont en situation de précarité, pour produire des énergies renouvelables, pour créer des innovations permettant plus d'accessibilité, notamment pour les personnes handicapées. Et aussi, on a une longue histoire avec le Made in France. On participe aussi au financement, enfin on propose aux citoyens de participer au financement pour recréer des filières en France, beaucoup sur et on vous propose d'investir dans le Made in France d'entreprises qui favorisent ce secteur-là. Alors pourquoi on a sélectionné et on a choisi le slip français? Déjà, ça fait un petit moment qu'on réfléchit avec Guillaume pour faire cette campagne. Aujourd'hui, c'est vraiment le bon moment. Pour plusieurs choses. Déjà, premièrement, le comité d'investissement. Peut-être pour vous expliquer, nous, notre métier, c'est d'analyser les boîtes. Donc, on a une équipe d'analystes, on est à peu près 50 collaborateurs, plus de 15 personnes s'occupent d'analyser les dossiers, etc. Et après, on a un comité d'investissement qui valide ou pas le dossier. Donc, les gros points qu'ils ont retenus, c'est, premier point, le leadership. Guillaume et ses équipes, c'est cette vision en 2012, et je ne vais pas refaire l'histoire, mais en 2012, personne ne parlait de Made in France. C'est garder cette vision, cette énergie. Je pense que plus d'un aurait voulu potentiellement délocaliser une partie de la production en Europe notamment. Mais voilà, il a gardé cette vision qui est importante, fondamentale. Le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, c'est une marque qui est connue des Français, une marque puissante, qui a réussi à faire comprendre, faire de la pédagogie au fait que le consommateur était prêt à payer plus parce que c'est du Made in France. Et ça, c'est voilà, ce porte-parole-là. Le troisième, c'est que l'entreprise aujourd'hui est saine, elle est rentable. Il y a de l'EBITDA, ça veut dire que les revenus que vous avez, moins les charges, c'est positif. Et vous avez la capacité d'investir dans le futur et d'amortir ce que vous avez déjà investi. Et également, il y a cette vision aujourd'hui de pérenniser sur des bases qui sont solides. L'entreprise a toujours innové. On est parti d'un slip à aujourd'hui plus de 400, 500 références. On est passé d'une distribution purement digitale à une distribution maintenant mixte avec du physique. Au niveau national, vous avez équipé maintenant la femme. Et là, il y a ce nouveau projet qui capitalise sur tout le savoir-faire pour amener et embarquer tout le secteur de la mode à relocaliser. Et le dernier argument, voilà, c'est qu'on a
une jambe qui est solide, qui est stable, sur laquelle on sait se projeter, et une autre jambe qui est ambitieuse, qui correspond bien à l'histoire du slip français, mais qui a déjà la preuve de concept, comme on dit, qui a déjà convaincu des acteurs, qui est sur un modèle de revenu récurrent, donc ça donne de la sécurité sur le futur, et dont on a envie de contribuer parce que c'est un impact majeur. Aujourd'hui, la mode, vous le savez, c'est l'un des secteurs les plus polluants. Et donc aujourd'hui, avec l'expérience, l'aventure du slip français, c'est d'embarquer tous les autres marques à relocaliser en France et avoir un réel impact très fort de transformation du secteur. Et on y croit, le LITA et le comité a vraiment cru en le slip français, en Guillaume et ses équipes, d'être cet acteur qui va réussir à fédérer et à relocaliser pour passer peut-être de 3% des produits qui sont en France à 10, 15, 10 c'est bien. Voilà, voilà. Et donc très concrètement, comment vous faites? Il suffit de vous inscrire sur l'ITA. Vous verrez, vous avez des questions qu'on va vous poser parce que c'est réglementé. Des questions sur votre connaissance, sur votre motivation. L'idée pour nous, c'est de vous accompagner tout au long de votre investissement. 70% des investisseurs l'ITA, ils réalisent pour la première fois un investissement dans des entreprises. Donc nous, notre objectif, c'est de faire de la pédagogie avec vous et de vous accompagner dans cet investissement. Ensuite, en ligne, vous pourrez consulter les documents qui vont vous expliquer de manière pédagogique, accessible, l'historique de l'entreprise, les éléments financiers, l'impact, etc. Et après, vous pourrez investir par carte bleue, par virement, d'un minimum de 100 €. C'est un prêt, une obligation qui vous sera remboursé d'ici 5 ans avec des intérêts que vous allez recevoir semestriellement et le taux d'intérêt est de 7%. Ce qui est intéressant, c'est aussi la vision de partage de la valeur, et je vais finir comme ça. Guillaume et les slips français auraient très bien pu être financés par des banques ou d'autres acteurs, mais il y a vraiment cette vision d'utiliser la finance participative pour partager la valeur qui est créée par l'entreprise, pas uniquement avec les actionnaires, mais également avec les clients et les consommateurs et les ambassadeurs qui vont soutenir demain ce que le slip français fait. Peut-être revenir avant de te passer la parole, Thomas. Effectivement, je pense que ce point-là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il est important. En fait, quand je dis qu'on sort de la phase startup où on a dépensé beaucoup d'argent sur les plateformes, sur Facebook, sur Instagram, vous avez souvent vu, en fait, on se dit, est-ce qu'il vaut mieux faire du marketing, payer des boîtes américaines qui ne payent pas leurs impôts en France, ou est-ce qu'il vaut mieux finalement aller chercher des ambassadeurs qui peut-être vont investir dans notre boîte, mais derrière, quand vous investissez chez nous, ne serait-ce que 50 ou 100 €, bah en fait, bien sûr que vos cadeaux de Noël et vos cadeaux de fête des pères, bah, vous allez penser à nous. Et du coup, en fait, finalement, bah, c'est une façon de vous impliquer dans le projet plutôt que de mettre de l'argent dans de la publicité où personne n'est gagnant, quoi. Donc, effectivement, c'est un vrai levier de cohésion et de créer une communauté d'ambassadeurs. Et du coup, bah, je passe la parole à Thomas si tu veux. Et merci de nous répondre au pied levé parce qu'évidemment, je l'ai appelé il y a 10 minutes en me disant que ce serait une bonne idée qu'il vienne. Je n'y ai pas pensé avant. Donc, merci à toi d'être là. Et dans toute ta liberté que je te connais, si tu peux nous dire un mot de ce que tu penses de tout ça. Ouais, bah bonjour à toutes et tous. Donc 1083, nous on fait des jeans made in France. On existe depuis 9 ans. On est vraiment, on s'est construit au fil de l'eau en essayant de cultiver notre diversité. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que les choses qui durent, elles sont jamais monolithiques. Elles sont toujours nourries de diversité. C'est un des éléments qu'on a piqué à la nature qui, quand elle pousse ou quand elle développe de la vie, le fait toujours dans la diversité. Et cette diversité, on l'applique à notre stratégie de production. On a nos propres ateliers, mais en plus de savoir tisser dans nos ateliers, de savoir confectionner dans nos ateliers, on fait tisser, on fait confectionner chez d'autres acteurs français dont on est les fournisseurs. Et nos propres ateliers travaillent pour d'autres marques aussi, de jeans ou d'autres produits, pour justement créer une constellation d'ateliers, créer une filière non pas en chaîne avec un maillon par métier, mais plusieurs maillons par métier, de telle sorte à ce que si un maillon casse, la chaîne en amont et en aval ne tombe pas, mais que les maillons au-dessus et en dessous reprennent la charge de l'atelier qui aurait connu des difficultés. Et donc, plus haut, pardon. Ah oui, excusez-moi. Mieux, merci. Et donc, cette logique de diversification, on l'applique à tout. On l'applique à la partie production, comme j'expliquais. On l'applique à la partie distribution, puisqu'on vend 50% sur Internet, 50% en magasin. Quand Internet cartonne, on contre-investit, c'est-à-dire qu'on investit sur les magasins pour préserver ce 50-50. Et quand les magasins cartonnent, on contre-investit, c'est-à-dire qu'on investit sur le web. Ça permet, quand il y a un virus Covid, que la fermeture des boutiques soit compensée par la hausse du e-commerce. Mais on n'est pas à l'abri que dans 5 ans, ce ne soit pas un virus bactériologique qui nous attaque tous, mais un virus informatique qui bloque le e-commerce.
Et en fait, le problème de nos projets industriels, c'est qu'on est sur du temps long. Former, investir, valoriser nos métiers, comme tu le fais là avec l'usine du futur, c'est vraiment des enjeux de temps long. Parce que là, grâce à l'initiative du CIF français, l'enjeu, c'est que les parents qui circulent ici puissent dire à leurs enfants, ouais, ok, t'es fort en maths, mais si tu kiffes la confection, si tu kiffes le tissage, en fait, c'est cool que tu fasses des études dans le tissage, même si c'est juste un bac pro ou un bac plus 2. C'est vraiment important qu'on change notre paradigme par rapport à ça. Mais ça s'inscrit vraiment sur le temps long. Et la problématique du commerce, c'est qu'on est sur du temps court. On ne sait pas le chiffre d'affaires qu'on va faire aujourd'hui sur le salon, sur Internet demain, etc. On ne le connaît pas. Et donc, atteler des enjeux de temps long sur des véhicules, le commerce de temps court, c'est hyper flippant parce qu'en fait, on doit se projeter sur 20 ans, ne sachant pas quel va être le chiffre d'affaires de la semaine prochaine. Et donc, pour sécuriser cette fragilité de notre attelage, eh bien, on dérisque, on diversifie. Et donc, je parle de diversification parce que sur la finance, c'est pareil. C'est pas tout noir ou tout rose, c'est pas tout blanc. Enfin, voilà, il faut vraiment penser diversité. Nous, on est né par le financement participatif. On s'est lancé en 2013, à une époque où le Made in France n'était pas du tout populaire. Guillaume commençait, Ulule commençait. On voulait vendre 100 jeans, on a vendu 1000. Donc on a montré, grâce à la campagne de financement participatif, que le marché était là. On a appris les besoins de nos clients grâce aux précommandes de nos clients. On a fait connaître notre marque avant même de lancer la fabrication. Et donc ça nous a fait un premier appel de financement. Ça nous a permis de lancer la production, acheter nos matières premières. Une autre source de financement, ça a été les précommandes. Parce que depuis 9 ans, on a plus de commandes que de capacité de production. C'est un peu frustrant parce que parfois on a un peu de délai sur certaines références. Mais c'est grâce à ça qu'on a besoin que vos commandes nous commandent de développer des emplois en production pour répondre à votre demande. Et donc, comme vous achetez le jean tout de suite, cash, vous le payez, mais que nous, on ne l'a pas encore fabriqué, eh bien en fait, le besoin en fonds de roulement généré par votre consommation, il va être positif. On va avoir l'argent avant de créer les emplois. C'est complètement différent de la logique habituelle où vous payez votre stock, puis vous le vendez. Et donc ça, à financer, c'est pas simple, le besoin en fonds de roulement. Et ce sont vous, les consommateurs, pas vos précommandes, qui nous le financez. Ensuite, il y a tout ce qui est investissement matériel. Là, les banques, elles sont à l'aise là-dedans. Et donc, quand on a repris Tissage de France dans les Vosges, notre fournisseur qui était en difficulté il y a 4 ans, qui était tisseur et qui est toujours tisseur et qu'on développe dans les Vosges, quand on achète des machines à coudre, quand on achète des métiers à tisser dans nos usines, eh bien là, les banques, elles sont OK pour le financer parce que, quelque part, si on achète une machine et que, imaginons le pire, on se plante, eh bien en fait, la banque, elle peut reprendre la machine et la revendre. Elle sait la revendre. Alors que acheter du stock, financer du stock avec le besoin en fonds de roulement, elle ne sait pas le revendre, donc elle ne veut pas prendre le risque de le financer. Donc là, on a déjà parlé de 3 stratégies de financement qui sont complémentaires, qui ne s'opposent pas. Et la 4e, c'est vous à nouveau, avec l'ITA, puisque plus on grandit, plus on a besoin de financer du stock, et plus la part de précommande que l'on avait ne suffit pas à financer le stock supplémentaire. C'est un piège, je ne sais pas si vous êtes familier avec la logique de besoin en fonds de roulement, c'est un peu bizarre à penser des fois, mais c'est vraiment l'idée que plus on grandit, plus on a besoin d'acheter de stock, et parfois, la richesse qu'on a créée par le passé ne suffit pas à financer le stock qui permet d'évoluer l'année suivante. Donc on a besoin de récupérer de l'argent à l'extérieur pour acheter ce stock, pour pouvoir continuer de travailler, continuer d'avoir de l'argent sur le compte en banque. Parce qu'en fait, on peut se retrouver dans une situation où on n'a plus d'argent sur le compte en banque, mais on est très riche en stock de jeans. Sauf qu'on ne paye pas ses factures d'énergie, ses salaires en jeans. Donc en fait, il faut qu'on ait de l'argent. Donc il faut qu'on n'ait pas trop de stock, et c'est un équilibre entre les deux. Quand on grandit fort, comme on le connaît depuis 2-3 ans, eh bien en fait, on a besoin de plus de stock à produire pour nos revendeurs, pour vos commandes, pour nos propres magasins. Et donc dans ce cas-là, on a une marche à franchir avec de l'argent frais qu'il faut qu'il arrive de quelque part. Mais les banques ne sont pas très à l'aise avec ça, et nous, on est très à l'aise avec notre communauté. Le levier communautaire, il est hyper important parce qu'on se suscite de l'engagement les uns pour les autres, ce qui nous permet de vous fidéliser, de vous transformer en super commercial puisque vous allez en parler autour de vous, et ça va faire boule de neige. Et donc nous, on préfère avoir comme financeur 2000 clients qu'un banquier. Ça ne génère pas le même chiffre d'affaires derrière, ça ne génère pas le même engagement. Et donc comment on a fait ? On a fait appel à l'ITA. On avait besoin, donc il y a 2 ans, entre 500 000 et 1 million d'euros de BFR, de besoin en fonds de roulement. On avait identifié que ça suffirait pour ces prochaines années. On a fait la levée de fonds.
Comme on avait besoin de entre 500 000 et 1 million, on s'est dit on va pousser à 1 83 000 € le maximum pour la blague avec la marque. Et en fait, on ne savait pas du tout si ça allait prendre, puisque à part Loom, je crois, qui avait fait auparavant une super campagne sur l'ITA, mais là plus en participation, je crois en action, des exemples d'obligations, donc de prêts, comme tu l'as expliqué, dans la mode, je ne crois pas qu'il y en avait trop. Et du coup, on ne savait pas ce que ça allait donner. Et donc, on s'était donné plusieurs semaines pour boucler cette levée de fonds. Et en fait, je crois que c'était en 12 heures que le 1 83 000 € a été levé, ce qui nous a tous surpris. Tous nos potes qui voulaient investir, etc., bah, ils étaient dégoûtés parce qu'en fait, c'était parti trop vite. Les équipes LITA s'en rappellent, le téléphone sonnait tout le temps, c'était l'enfer. C'était comme dans les films, commande toutes les secondes, investissement toutes les secondes. Ouais, et on a battu un record. C'était vraiment surprenant. Mais c'est trop cool, ça veut dire que l'engagement suscite l'engagement, ça veut dire que la proximité, c'est-à-dire, parce que quand vous investissez dans une boîte, vous avez tous nos chiffres, on est à poil, et c'est tant mieux. Mais du coup, ça veut dire que la transparence, c'est engageant. Ça vous a donné envie d'investir chez nous. Et donc ça fait une boule de neige qui est géniale. Donc ça va faire la 3e année, là, en février. Ça va faire la 3e année en février. La première année, on n'a pas remboursé le capital. On a payé que les intérêts, je crois. Donc c'était 5%, nous. C'était moins rentable que chez toi. C'était 5%. Donc sur 1 million d'euros, on a donné 50 000 € à nos clients. Et là, depuis l'an dernier et cette année, on rembourse le capital plus l'intérêt. Donc ça veut dire que c'est à peu près 300 000 € qu'on doit rembourser chaque année. Et cette année, on va faire 300 000 € de résultats à peu près. Donc en fait, on va développer suffisamment de création de richesse ensemble pour rembourser tous ces clients qui nous ont permis d'atteindre le chiffre d'affaires qui nous permet de générer ces 300 millions d'euros de résultats. Donc c'est vraiment une boule de neige vertueuse, qui est vertueuse économiquement et qui est vertueuse aussi en termes de communauté, puisque du coup, tous ensemble, on fait grandir le Made in France. Et je pense qu'il n'y a pas plus éloquent que ce salon-là avec l'usine de Futur et le MIF à côté pour mesurer le fond que prend le Made in France avec de plus en plus de consommateurs et surtout une diversité de consommateurs qui est géniale. C'est plus un truc réservé aux fans du Made in France. On voit des familles, on voit des anciens, on voit des jeunes, on voit des quartiers, on voit des gens en fourrure. C'est génial, il y a vraiment tout le monde. Donc voilà notre expérience un peu avec l'ITA et surtout notre culture de la diversité. C'est quelque chose, j'ai 2 minutes encore oui, ok. C'est quelque chose, cette diversité, qu'on prend sur la journée. Ouais, pardon ? On a toute la journée. Non, mais promis, 3 minutes maxi. Mais ça me permet de parler de perma-industrie. Quand on... Ah ben voilà, avec les stages de Charlieu, la perma-industrie, c'est un concept qu'on développe à plusieurs et dans lequel on considère qu'on est déjà. En fait, on voit que le monde ne va pas très bien à travers toutes les inégalités, tous les enjeux de réchauffement climatique. Donc ce monde doit nous questionner. Pour bien le questionner, il faut savoir ce qu'il est. Nous, on pense que le monde n'est pas une économie. Il est beaucoup plus une industrie qu'une économie. Parce que si on se met dans la station spatiale avec Thomas Pesquet, on voit quoi ? On voit des flux, on voit des mouvements, on voit des trucs qui bougent. Et donc, on voit une industrie. Donc, en fait, le monde est une usine géante. Si le monde est une industrie, alors comment faire pour faire l'industrie la plus vertueuse possible ? Quelle est la plus vertueuse au monde des industries ? C'est la question qu'on s'est posée. On pense que l'industrie la plus vertueuse, c'est la nature. Elle est 10 fois plus performante que nous. Et donc, si elle est plus performante que nous, parce qu'elle résiste à tout, sur mer, sur terre, dans les airs, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait des incendies, qu'il y ait des ouragans, qu'il y ait des astéroïdes, ou qu'au contraire il fasse beau, que ce soit paisible, en fait, la nature, elle se réinvente tout le temps. C'est pas la nature qui va être pénalisée par le réchauffement climatique, c'est nous. Donc, en fait, cette nature, elle a une faculté à être éternelle qui est extraordinaire, et dont nos industries seraient bien heureuses de s'inspirer. Et donc, on a cherché à identifier qu'est-ce qui fait la force de cette nature, de cette industrie de la nature. On a identifié 5 facteurs clés de succès. Premier facteur clé de succès, la nature, elle part du terrain. Elle fait avec ce qu'elle a autour d'elle. Et donc la proximité, le Made in France, c'est vraiment quelque chose qui résonne avec cette capacité de la nature à œuvrer avec ce qu'elle a autour d'elle. Deuxième force de la nature, elle est toujours circulaire, il n'y a pas de déchets. Elle le crée avec ce qu'elle a autour d'elle. Et donc elle transforme tous les déchets, il n'y a pas de déchets ultimes. Tout devient matière première, tout devient ressource. Troisième enjeu, la nature, elle crée et elle produit tout le temps, à profusion. Elle crée tellement qu'elle crée plein de choses qui ne marchent pas aussi.
c'est pas grave. C'est comme ça que la nature éprouve et teste des choses sur son terrain pour voir ce qu'il prend. Et donc, quand on dit qu'on produit trop, qu'on crée trop, qu'il faut arrêter de produire, je pense que c'est une erreur. Il faut qu'on produise plus, mais beaucoup mieux. Et c'est ça qu'on ne sait pas faire. Quatrième point que fait la nature, elle se diversifie tout le temps. Il n'y a rien de monolithique. Quand quelque chose est monolithique dans la nature, il meurt. Parce qu'en fait, il est fragile du même mot, et donc ça s'effondre. Et le dernier point qui est le plus dur, je trouve, humainement, c'est que la nature, elle sait se limiter, elle s'autorégule. Quelque chose qu'on fait avec nos enfants, mange pas trop de bonbons, c'est pas trop pour toi. Et bien nous, cette croyance que l'on pourrait croître à l'infini, elle n'est pas tenable, elle n'est pas réaliste. Elle nous conduit à devoir nous limiter ce qu'on ne sait pas faire, ce qu'on ne sait pas suffisamment faire. Et donc, ces 5 facteurs clés de succès de la nature, eh bien, on essaie de s'en inspirer chez 1083, on essaie de le partager. On l'a co-construit avec plein d'industriels, dont les tissages de Charlieu juste à côté, avec le projet Renaissance juste ici. Et donc, le but du jeu, c'est de s'engager vers la perma-industrie, c'est-à-dire de développer des filières de proximité, diversifiées, équilibrées, qui s'autorégulent, qui sont comme ça la plus résiliente possible pour durer le plus longtemps possible. Et donc, l'idée pour embarquer un maximum de gens dans la perma-industrie, c'est que en fait, la nature, elle n'est pas humaine. Elle s'en fout des êtres humains. C'est une espèce parmi d'autres. Mais nous, on est des êtres humains. Et donc, si on veut s'engager vers la perma-industrie, alors il faut qu'on trouve des leviers, des ressorts qui nous poussent à s'y intéresser. On pense qu'il y a plusieurs ressorts. Le premier d'entre eux, c'est qu'en fait, tous les leaders, qu'ils soient économiques ou politiques, ils doivent penser à faire des choses simples. Parce qu'en fait, notre monde est tellement compliqué qu'en fait, c'est dur de s'y engager. La proximité, c'est le meilleur moyen de comprendre ce qui se passe autour de soi. Les politiques se regrettent que les gens ne votent plus. Parfois, on dit que c'est parce qu'ils sont tous pourris. Mais moi, je crois que c'est beaucoup plus difficile d'être pourri en 2022 que d'être pourri il y a 50 ans. Les politiques sont bien moins pourris aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Donc, c'est pas ça le sujet. Le sujet, il me semble, c'est que le monde est tellement compliqué qu'il n'est pas engageant. Comment choisir entre un projet politique A, B, C ou D quand on ne comprend même pas la différence entre les uns et les autres? Et finalement, ce qui va compter à la fin, c'est le feeling qu'on a avec le bonhomme. Donc en fait, il faut produire des choses simples. On doit vraiment, et c'est dur de faire simple, mais c'est fondamental, sinon on n'engage pas les gens. Deuxième enjeu, on doit nourrir la confiance, être transparent. C'est pour ça que des initiatives comme l'ITA, comme le levée de fonds que tu fais, c'est hyper important parce que ça développe la culture économique de nos clients et donc ça les forme à ce que l'on vit et ça leur permet de comprendre encore mieux les choix qu'on fait. Parfois, il y a des choix évidents qui plaisent à tout le monde, mais parfois, il y a des choix difficiles qu'il faut faire. Et donc, plus on a une capacité à éveiller sa communauté aux choix difficiles que l'on fait, plus on sait qu'on va pouvoir s'appuyer sur elle lorsqu'on aura à faire ces choix difficiles. Parce que là, le Made in France se développe, mais ce n'est pas impossible que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 1083, le site français ou d'autres marques ici connaissent des difficultés. Bien là, on aura encore besoin plus de vous. Et pour qu'on ait cette confiance de votre part, il faudra qu'on vous ait formé à nos enjeux, qu'on ait été transparent tout au long de la vie de l'entreprise, pour que vous voyez que le projet que l'on a vécu, que ça suscite chez vous de l'engagement et pas du recul. Et le troisième point qui est le plus important, je crois, il faut qu'on s'émerveille les uns les autres. Parce qu'en fait, on prend tous des décisions rationnelles, mais la majeure partie des décisions que l'on prend, elles sont émotionnelles. J'achète ce vêtement parce qu'il me va bien, parce qu'il me fait des jolies fesses, parce que la marque est cool, etc. etc. Et donc s'émerveiller, c'est le meilleur moyen de dépasser ces croyances du moment et d'aller au-delà. Et donc, si on veut passer d'un système industriel qui est plutôt vicieux à un système perma-industriel qui est vertueux, alors il faut qu'on vous fasse vous dépasser du modèle d'aujourd'hui pour vous donner envie du modèle de demain. Et on n'a pas trouvé mieux que l'émerveillement pour se dire waouh, qu'est-ce que c'est? Et donc, voilà ce qu'on essaye de construire tous ensemble et l'usine du futur. Et je crois le plus bel exemple que l'on ait ici d'émerveillement pour tous ces métiers d'aujourd'hui, mais surtout de demain. Merci beaucoup, Thomas. Avant de vous passer la parole pour des questions, je rebondis effectivement sur cette activité, l'usine du futur, et tu parles d'émerveillement, c'est exactement ça. Donc là, on est là depuis 2 jours et je peux vous dire que ce mot émerveillement, je vois l'ami Émeric Brousseau qui est là à côté de sa machine à chaussettes, je peux vous dire que les yeux des enfants comme des moins enfants, c'est vraiment ce mot-là. L'émerveillement des gens qui découvrent, mais aussi l'émerveillement des techniciens, ouvriers, ouvrières. Je peux vous dire qu'il y a une grande fierté de ceux qui travaillent aussi aujourd'hui, qui vous montrent ce qu'ils font tous les jours, leur savoir-faire. Ils sont très fiers de vous le montrer. Ils sont un peu pudiques parfois. N'hésitez pas à prendre le temps avec eux, de leur poser des questions. Le soir, ils nous disent qu'ils en sont très fiers et dans leur quotidien, d'avoir autant de gens qui les regardent de façon aussi bienveillante, c'est pas tous les jours. Donc c'est franchement, merci d'être là. Et je vous propose du coup de prendre des questions dans la salle à ceux qui en ont. Je vois qu'il y a déjà, super, merci. On va vous faire passer le micro.
Bonjour, alors d'abord félicitations. Thomas, vous parliez d'émerveillement, moi je suis vraiment émerveillé et je vous félicite parce que franchement c'est une super histoire et vous méritez le respect de tous et vous avez le mien. Deuxième point aussi pour le storytelling, bravo, moi je suis commercial, bravo, c'est super l'histoire que vous racontez. Je me permets, c'est du story sharing, c'est pas du storytelling. On ne raconte pas d'histoire, on partage la nôtre. Oui, c'est ça, mais c'est formidable, enfin, vraiment bravo. Juste aussi une remarque, moi je travaille chez un éditeur américain. Sur l'investissement, moi je pense qu'il faut être juste pragmatique et vous l'avez dit, je pense que c'est vraiment la bonne façon de faire, c'est les investissements dans le publicitaire, etc. Il faut le faire en fonction de démarches industrielles, mais je n'ai pas de leçon à vous donner, je sais que vous saurez le faire. Et j'ai juste une question pour vous, c'est sur l'activité... Atelier du slip. Non, celle liée au Covid. Oui. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Est-ce que vous avez réussi à rentabiliser cette activité d'ores et déjà ? Alors, façon de faire, vous voulez dire l'association ou, Oui, alors, qui faisait les produits médicaux. en fait, c'était chacun des ateliers qui faisait Oui. ces produits. Nous, c'était une association dont je suis le président qui coordonnait, donc qui mettait à disposition de façon tout à fait gratuite, dans un premier temps, des outils partagés pour gagner du temps, trouver son tissu, trouver ses débouchés commerciaux, de façon très pragmatique. En fait, les commandes qui arrivaient des hôpitaux, des écoles, des machins, on mettait directement à disposition. Donc pendant 18 mois, ça a été 100% bénévole. Et depuis l'association, il y a un ticket d'entrée de 300 € par an de cotisation. Et en échange de ça, on donne accès à du potentiel de commandes, de la formation, des événements. Ils exposent là-bas au stand. Donc vraiment, c'est un des points d'entrée de cette relocalisation. Donc c'est une association, donc il n'y a pas vraiment d'enjeu de business model derrière. C'est une association qui compte aujourd'hui encore 150 ou 160 adhérents. C'est un réseau qui fonctionne bien avec encore ces outils digitaux qui permettent de faire le lien au sein de la filière et d'accompagner différents clients. Mais c'est associatif. Bonjour, merci pour votre présentation remarquable. Ma question, effectivement, je trouve ça très intéressant de lancer un financement participatif pour collecter de l'argent et développer ces projets. Mais est-ce que ça va suffire? Parce que on part de tellement loin, on a parlé de 3%. Est-ce que ce projet, finalement, qui repose sur la bonne volonté des consommateurs aficionados de ces marques, va suffire? Parce que là, on est plutôt en milliards d'euros, à mon avis, en termes industriels, en termes de formation, en termes de machines. C'est évidemment une très bonne question. On part de très loin, hein, c'est sûr. Après, aujourd'hui, il y a une vraie volonté, comme je vous expliquais, à la fois pour des raisons économiques, des raisons environnementales, de tous les donneurs d'ordre, quel que soit le positionnement de marché. Aujourd'hui, que vous soyez Carrefour, un fabricant de vêtements de travail ou une marque qui fabrique ailleurs, aujourd'hui, vous n'arrivez plus à faire votre métier comme avant. Vous en avez en plus à titre personnel moins envie, donc vous vous posez la question de relocaliser. Donc en fait, c'est pas tant une histoire de moyens, c'est comment est-ce que ces gens-là arrivent à faire rentrer dans un modèle économique différent. Quand vous êtes Carrefour et que vous vendez des prix bas, comment vous arrivez à faire fonctionner une équation Made in France pour vendre un produit qui va coûter plus cher à vos clients, être rentable sur cette activité. C'est ça qui va être l'enjeu. C'est pas tant un enjeu de faire repartir la filière, parce que ça, on a tout ce qu'il faut, hein. En vrai, il n'y a pas besoin de grand-chose. C'est vraiment le débouché commercial. Comment est-ce qu'on arrive à tout de suite donner de l'ampleur et aller chercher la production? Nous, chez nous, dans la filière, ça va être un enjeu de recrutement et de formation chez tout le monde, hein. Là, vous posez la question. Ils vont tous vous parler d'abord d'énergie, qui est l'actualité brûlante. Mais derrière, c'est le recrutement. D'ailleurs, on a les écoles là-bas. Et c'est aussi un des enjeux de cette usine du futur, de donner envie aux jeunes et aux moins jeunes, de se dire, mais en fait, c'est trop bien, cette machine-là, j'ai envie de bosser avec Brousseau et j'ai envie de travailler sur ces machines. Je pense que c'est pas un sujet forcément de moyens financiers énormes, c'est vraiment de comment est-ce que les grands donneurs d'ordre, parce que c'est ça, hein, si on parle des 3 milliards de vêtements, il y en a une grosse partie qui est dans la grande distribution. Comment est-ce que les rayons de grande distribution ne sont plus des vêtements importés d'ailleurs? Et là, c'est plus nous tous consommateurs et ces donneurs d'ordre, comment ils trouvent l'équation, comment est-ce qu'ils ramènent des gros volumes pour que nous, industriels, on puisse investir derrière, être plus compétitifs, former plus de gens et remettre le Made in France plus accessible. Et ça va prendre du temps. Si je peux me permettre de compléter, on ne fait pas que tout ça pour réussir. C'est-à-dire que le chemin paraît tellement immense qu'il il est vertigineux. En vrai, reconstruire tout ce qu'on a perdu, si on pense à ça, il y a 9 chances sur 10 qu'on n'y arrive pas et qu'on finisse malheureux. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que ça fait sens, que ça nourrit une vie, c'est plein de rencontres, c'est plein de défis, c'est passionnant.
Et en fait, c'est ça qui nous tire vers le haut. Quand on faisait la guerre contre les Allemands, avant qu'il y ait un champion qui ait la chance de signer l'armistice, ou encore mieux l'Europe, il y a eu des milliers, des millions de naïfs, d'utopistes, qui ont aimé porter l'ambition de paix. Et en fait, ça remplit une vie. Et donc, en fait, moi, je ne veux pas me réaliser à la condition de réussir à ce que 100% des vêtements soient faits en France. Parce que je ne suis pas sûr de le vivre et je n'ai pas envie que ce soit mon rêve, parce que sinon, j'ai peur d'être déçu. Mais par contre, le faire tous les jours avec des gens que ça passionne, ça remplit une vie. Et en fait, je trouve que c'est ça l'enjeu, puisque du coup, c'est pas déceptif, c'est passionnant, c'est vertueux, c'est accélérateur de tout le monde. Et ça fera gagner, je pense, plus de temps à la société que de se mettre des objectifs dont on pense qu'ils ne sont pas atteignables. Voilà comment on se motive. Après, une autre façon de répondre, nous, donc, on fait ce premier investissement, enfin, cette première campagne avec l'ITA. On aura de donner les montants d'objectifs ou pas, Julien? Non. Ok, d'accord. Donc on a. Non, si t'as le droit, t'as le droit. Ah, j'ai le droit. Ok, d'accord. On l'a pas fait, mais on peut. On peut. Ok. Donc on s'est fixé un premier objectif de 3 millions d'euros. Et on avait déjà 1 million d'euros d'intention. On a fait une précollecte très courte, mais en quelques jours, on avait déjà 1 million d'euros d'intention. On se fixe un premier objectif de 3 millions d'euros. Maintenant, voilà, s'il y a un engouement populaire très large, on sera ravis d'aller chercher plus loin, de donner encore plus d'ambition, de recruter encore plus vite et d'aller chercher encore plus de clients. Donc, mais oui, l'idée aussi, c'est, comme le Thomas disait, de faire les choses un peu par étapes, de savoir d'où on vient, de voir aussi le temps qu'il faudra mettre en œuvre. Donc il ne faut pas se brûler les ailes et vouloir tout faire d'un coup. Par contre, être très pragmatique, travailler sur des grands et beaux projets. Moi, j'adore l'exemple de la veste de travail que je porte. Elle est en collaboration avec Calige. Calige qui sont juste là, c'est le deuxième acteur du vêtement de travail en France. Parce qu'il y a évidemment les marques de mode auxquelles on pense plus naturellement, mais le vêtement de travail, c'est un énorme sujet. Qu'est-ce que portent les gens dans nos usines en France et dans les hôpitaux? Où sont faits les blouses et les vestes de travail? Est-ce qu'on peut relocaliser une partie de ces productions-là? Et pareil, si on en fait 5, 10, 15%, c'est déjà énorme. Et voilà, c'est des choses auxquelles on ne pense pas, mais qui, finalement, d'un point de vue industrie, font vachement de sens. Et nous, c'est vers ce genre de marché aussi qu'on va aller. Peut-être juste pour abonder sur la partie finance, l'idée d'investir les 3 millions dans le slip et l'activité, c'est aussi l'activité va générer des revenus, va être rentabilisée, va pouvoir après s'autofinancer et quitte aussi à redéployer des fonds pour aller encore plus loin. Et sur la partie transition écologique, l'Institut Rousseau estime qu'on a besoin de 60 milliards pour changer notre modèle. 60 milliards, c'est 10% de l'épargne des Français. Et aujourd'hui, dans le secteur de la finance, grâce aux épargnants, grâce au fait que quand vous allez voir votre banquier, vous lui dites « Maintenant, j'ai envie de savoir où mon épargne va, dans quel secteur, dans quel pays, quelle est l'empreinte carbone de mon épargne ?» Aujourd'hui, les banques sont en train de réfléchir et changer. Alors, c'est long, mais on ressent déjà les effets du fait que... Avant de développer sur la partie industrielle et baisser en prix les jeans, ce qui est un objectif, c'est pas une course à l'infini où on va chercher à faire moins cher que moins cher, parce qu'en fait, dans l'histoire de la consommation du monde, le jean à 20 euros, le slip à 3 euros, c'est très contemporain. Ça date de 20 ou 30 ans maximum. Avant, on a très bien vécu en achetant nos vêtements, enfin en consacrant une plus grande part de nos revenus à la mode. Donc en fait, il faut qu'on réapprenne à consommer mieux. C'est pour ça, par exemple, que nous, on livre les patronages de nos jeans et on fait des livres avec Erol pour fabriquer votre propre jean 1083 à la maison sur votre machine à coudre. Essayez, vous allez mettre 10-15 heures, ça va pas être terrible, sauf si vous êtes doué, mais ce jean qui sera plein d'âme pour vous parce que vous l'avez fabriqué, et ben en fait, il va vous faire comprendre que en fait, c'est pas possible décemment d'acheter un jean 20 euros. Quand vous voyez que vous mettez 20 heures pour faire un truc pas terrible, bah vous vous dites ah oui, 100 balles en fait, ça va. Je le mériterais pour mon jean que je me suis fait à la maison. Pour autant, les jeans made in France aujourd'hui sont tous entre 100 et 150 euros. C'est assez cher et on aimerait bien faire moins cher. Chez 1083, on cherche à tout relocaliser. Donc on ne sera jamais les moins chers du marché parce qu'on relocalise même en ce moment le coton en France grâce au recyclage. Donc on cherche à tout relocaliser et du coup on cherche à être vraiment le mieux disant possible sur tous les critères sociaux et environnementaux. Par contre, on a un problème aussi en France, c'est qu'on est dans ce monde économique où on croit que tout est carré. En fait, on est gorgé de croyances. La première des croyances, je la vis tous les jours, vos jeans ils sont un peu plus chers que les autres. Bah non, en fait ils sont au même prix que Levi's. Est-ce qu'on dit à Levi's, vous êtes un peu cher? Bah non. Est-ce qu'on dit aux fabricants de voitures allemandes, vos voitures sont chères? Elles sont plus chères que les françaises, mais c'est des voitures françaises dont on dit qu'elles sont chères. Les voitures allemandes, on dit qu'elles sont de qualité. Donc en fait, on a comme ça plein de croyances
qui font qu'on n'a pas une analyse rationnelle, raisonnable de la situation et qui font qu'on se fait du mal à soi-même. Et il y a une croyance industrielle qui est spécifique à la mode, c'est que ça fait quelques années, quelques dizaines d'années, qu'on associe la mode au luxe. C'est la filière mode et luxe. On dirait presque que c'est un seul mot, tellement on est habitué dans le gouvernement, partout dans nos filières, à associer les deux. C'est dommage, parce qu'en fait, la mode, elle sait ne pas faire que du luxe, mais on l'a presque oublié en France. Dans notre consommation de tous les jours, on peut acheter plein de produits industriels. Vous allez à Super U, à Leclerc, à Monoprix, vous allez voir du fromage, plein les rayons, fabriqué en France. Vous allez voir du fromage d'entrée de gamme, du fromage haut de gamme, tous seront fabriqués en France. Donc ce n'est pas le Made in France qui va faire le niveau de prix du fromage. Vous avez tous un téléphone, vous avez peut-être un Wiko ou un je sais pas quoi fabriqué en Chine, vous avez peut-être un iPhone fabriqué en Chine. Il y en a un 100 balles, l'autre à 1000 balles. Le pays n'a pas fait le niveau de gamme du produit. Il y en a 1000 des exemples comme ça. Mais non, dans la mode, en France, on croit commercialement et industriellement que la mode, c'est que cher, le Made in France. Pour moi, ça ne correspond pas à une réalité industrielle universelle. Ça répond à une réalité industrielle locale qui est qu'on n'a pas investi pour développer des outils de production qui permettent de faire des produits basiques dans la mode en France. Pourquoi ? Parce que mode et luxe. Et donc, on doit développer des outils de production qui sont capables de faire des produits d'entrée de gamme. L'usine qu'on a créée dans les Vosges, Tissage de France, dans laquelle on a, grâce au plan de relance, relocalisé un atelier de jeans, il est construit de machines à coudre qui permettent de faire des jeans haut de gamme, plein de précision, plein de nuances, et de jeans plus simples, plus basiques. Le jean, donc on espère faire en France des jeans qui seront à 60, 70, 80 euros. Ils ne seront peut-être pas en coton bio, ils ne seront peut-être pas tissés en France, mais ils seront confectionnés en France. Et c'est un progrès. Et ça permettra à de la grande distrib peut-être de proposer des jeans made in France, en tout cas confectionnés en France, plus abordables. Et en parallèle de ça, il y aura des jeans plus haut de gamme qu'on fabriquera dans nos propres ateliers, des jeans 1083, qui seront recyclés, filés, teints, tissés, coupés, cousus, on oublie, en France. Et il y aura les deux choix. Et nos usines, elles doivent être organisées pour faire les deux. Ça va permettre d'ouvrir le marché, d'atteindre les 3% dont vous parlez, parce que malheureusement, dans le jean, c'est 0,15% des jeans consommés en France qui sont fabriqués en France. On est très loin des 3%. Donc on est à 100 000 jeans fabriqués en France. Si on veut en faire 2 millions pour faire 3%, ça représenterait des millions d'emplois. Si on veut faire ça, il faut qu'on développe des outils de production câblés pour être productifs. On commence à de nouveau se dire que c'est possible. Et donc parce que maintenant, on n'a plus la croyance de dire que c'était plus possible, ça va l'être. Et dans quelques années, je suis certain qu'il y aura des jeans confectionnés en France qui seront à 70-80 euros, dont on sera les producteurs, ce qui arrangera bien nos propres ateliers chez 1083, puisque ça permettra à nos ateliers d'être connectés à deux filières différentes, une filière haut de gamme, une filière bas de gamme, ce qui va permettre, de proposer des outils de production qui seront sécurisés sur le long terme avec des marchés différents, comme j'expliquais au début sur 1083. Voilà. Je rebondis, merci Thomas. Juste quelques trucs. Effectivement, le luxe est un des plus gros employeurs quand même, textile et maroquinerie, surtout maroquinerie en France. Hermès et Louis Vuitton, ils ont chacun entre 30 et 40 ateliers, donc c'est les plus gros employeurs maroquiniers en France et c'est important. Effectivement, là, ce que Thomas décrit, c'est vraiment un mouvement de productivité. En fait, pour être productif, un atelier, il doit avoir de la visibilité de carnet de commandes, il doit être sûr de ce qui va lui arriver pour être capable d'investir, surtout en ce moment où on parle du choc énergétique. Et j'ai lu d'ailleurs avant-hier choc gazier. Je crois qu'on n'a pas qui fait évidemment écho au choc pétrolier, mais choc gazier, c'est vraiment en train de se passer. Aujourd'hui, les industriels, ils peuvent vous en parler, ils se disent ok, en fait, il faut que j'investisse dans des nouveaux moyens d'énergie pour contrer ce qui est en train de m'arriver sur l'énergie. Donc, ce qui pose le sujet de comment ils peuvent investir sur leur cœur de métier. Aujourd'hui, pour fabriquer mieux, pour fabriquer plus vite, ce qui n'empêche pas d'avoir un savoir-faire artisanal et de le maintenir à côté, mais nous, si on prend l'exemple dans les sous-vêtements, nos sous-vêtements du style français, ils sont vendus entre 35 et 40 euros. On a parfaitement conscience qu'à 35 et 40 euros, ça ne peut pas marcher pour tout le monde. C'est sûr. Et donc là, c'est ce que Thomas décrivait, de positionnement, d'envie, de trucs. Aujourd'hui, nous, c'est une réalité où dans une équation de marge beaucoup plus serrée, effectivement, tu parlais de transparence, nous, tout est décrit sur la campagne Lita. Vous avez accès à un dossier complet de toute notre performance économique depuis, je pense, 5-6 ans. Je ne sais pas quel est l'historique qu'on a, mais vraiment, on est très en détail et on travaille à des niveaux de marge qui sont bien inférieurs à tout le luxe, évidemment, et à beaucoup de monde. Donc, on a une équation de marge serrée.
L'enjeu, dans le temps, avec des commandes, avec des gens comme vous qui continuent à être fidèles, à acheter et réacheter dans nos entreprises, en fait, les industriels avec qui on travaille vont pouvoir se positionner, faire des investissements lourds. On a Eric Boel et Thierry Chariot qui sont là, qui le voient bien. Quand ils travaillent avec un Auchan pour faire un sac qui va mettre dans toutes les caisses de distribution, là, oui, il a du temps long devant lui, il peut investir et aller chercher de la productivité et être plus compétitif. Et nous, dans le sous-vêtement, on a travaillé par exemple avec Enitex, qui était là hier, sur des métiers à tricoter, un tricotage circulaire, un peu le même principe que la chaussette, pour fabriquer les sous-vêtements de façon plus automatisée, ce qui ne veut pas dire que ça détruit de l'emploi, hein, bien au contraire. Quand on part de 3% de vêtements, quand on a des machines qui peuvent fabriquer plus vite, en fait, on va embaucher des gens, ingénieurs textiles, qui vont pouvoir faire tourner la machine, on va faire travailler toute la pro de fil, toute la logistique autour, donc ça crée de l'emploi, ça n'en détruit pas, bien loin de là, et ça, évidemment, ça maintient à côté aussi la capacité à faire d'autres types de vêtements. Mais en tout cas, nous, ce boxeur qui s'appelle le Christian Schmitt, le patron d'Anitex, on arrive à le vendre 5 € moins cher parce qu'on le fabrique plus vite et qu'on est plus compétitif. Donc là, on le vend 5 € moins cher que notre autre sous-vêtements. Ça reste 35 €, mais en tout cas, c'est déjà un pas pour dire que oui, si on est productif et qu'on invente des choses, on peut aller vendre des produits moins chers avec l'enjeu de volume. Voilà. En tout cas, c'est une tendance et on est bien conscient que nos prix de vente sont élevés, plus élevés qu'ailleurs, mais je pense que vous avez compris que voilà, ça fait partie d'un tout. Est-ce qu'on a une dernière question pour clôturer cette table ronde? Oui, devant. Je regarde l'heure qu'il est parce que je n'ai pas fait attention. Je voudrais juste rebondir sur le Made in France en tant que tel. Je pense qu'il y a un vrai problème et je voudrais connaître un peu votre position politique sur qu'est-ce qu'on définit qui est du Made in France ou non. Comment on dit aujourd'hui, ça c'est du Made in France. Je travaille dans la confection aussi. Et ce qui me dérange, c'est qu'on voit des fabricants, on voit des marques qui achètent très loin, qui font venir les produits en France avec une étiquette qui permet de passer les douanes et puis qui arrivent en France, des étiquettes, réétiquettes et nous vendent un produit qui n'est pas du vrai Made in France. Et quel est l'impact que vous, par exemple, ou dans le secteur, on peut avoir auprès des politiques pour que demain ils changent ça et que la réglementation et l'appellation du Made in France soient un petit peu mieux encadrées? Alors là, tu penses que tu vas mettre ta casquette OFG et nous faire une réponse? Je te fais la passe, Thomas. Le Made in France se développe. La conséquence inéluctable de ce développement, c'est qu'il y a de la triche, c'est humain. Donc jamais il n'y en aura pas de la triche. L'enjeu, c'est au plus vite de structurer et de contenir cette triche. Et donc il y a plein d'initiatives qui sont mises en œuvre. Donc il y a les douanes qui se mobilisent avec le code des douanes pour clarifier à quel moment on peut dire c'est fabriqué en France. La difficulté, c'est que c'est déclaratif. Donc en fait, ça met une règle, mais qui est auto-administrée en quelque sorte, ou en tout cas qui est administrée par les DGCCRF, qui a des moyens assez limités pour contrôler tout le monde. Donc du coup, tant que les tricheurs peuvent gagner, tant qu'il n'y a pas assez de moyens pour limiter cette triche, les tricheurs vont proliférer. Après, il y a plein d'initiatives avec EPV qui valorisent les savoir-faire, France Terre Textile qui valorise tous les métiers de l'amont, et Origine France Garantie, qui est la certification qui rassemble tout type de produits fabriqués en France et même de services aujourd'hui avec Service France Garantie. Donc Origine France Garantie certifie aussi bien des bus que des slips, que des jeans, que des chaussettes, que des plaques d'égout. Vous pouvez voir des plaques d'égout Origine France Garantie si vous faites gaffe en vous baladant dans Paris. Et ça c'est génial parce qu'en fait, chez OFG, ils ont développé un référentiel par famille de produits. Et donc ça permet de faire des référentiels différents qui vont tirer la filière vers le haut. Par exemple, dans le jean, quand on a démarré, le référentiel nous demandait de faire des jeans qui étaient uniquement confectionnés en France, donc juste la couture, comme le code des douanes. Et puis du coup, on a dit, c'est super, mais maintenant on est tisseur en France, et comme le denim est la partie française de l'histoire du jean, puisque le denim doit son nom à la ville de Nîmes, on a dit au OFG, on pense que la filière est prête à ce qu'on fasse passer un cran au-dessus de la filière en demandant aux marques de jeans de relocaliser le tissage et la confection pour être certifié Origine France Garantie. Et on l'a fait. Et donc il y a 3 marques au moins, je crois qu'il y a Devidao, Le Gaulois et 1083. On est les 3 marques à certifier nos jeans Origine France Garantie parce qu'on fait l'effort d'acheter du tissu en France. Et j'espère bien que dans 2 ans, avec Origine France Garantie et les jeaners, on se dira, tiens, est-ce qu'il ne serait pas temps de relocaliser aussi la filature? Ok, et hop, le référentiel monte d'un cran. Cette démarche de certification, elle est essentielle à toute la filière. Parce qu'en fait, si on ne fait pas l'effort en tant que marque d'y participer, on court le risque de laisser le champ libre aux tricheurs, justement. Et donc, plus le Made in France augmente, plus on a le devoir
de s'engager dans cette filière-là pour créer ensemble une certification forte qui rend plus visible cette démarche d'authenticité, de sincérité, et qui désensibilise les consommateurs à la triche en ayant un label fort qui fait l'unanimité. Et Origine France Garantie est la certification la plus connue des Français. Donc profitons-en, certifions-nous un maximum Origine France Garantie, portons ce label pour se prémunir justement de tous les tricheurs qui vont nécessairement arriver au fur et à mesure que le Made in France va devenir une plus grande opportunité. Donc c'est pour ça que nous on s'y engage, on y est assez investi. Moi je suis devenu administrateur d'Origine France Garantie parce que je pense que de manière défensive, on doit se prémunir de ces futurs tricheurs qui sont inéluctables si le Made in France continue de se développer, et c'est tout ce qu'on se souhaite. Voilà pourquoi on s'y engage. Voilà. Et après, il y a la vision effectivement assez défensive, mais tu le fais aussi une vision plus transparente, où en faisant ce genre d'événement aussi, voilà, je pense que là on se rend vraiment compte de comment c'est fait, où c'est fait. Et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on arrive à partager des vidéos, à faire des lives. Et moi j'aime bien cette idée-là de se dire, est-ce qu'une marque dans laquelle j'achète est capable à tout moment de brancher un live de où est-ce qu'elle fabrique? Et je pense qu'il y a assez peu de marques et d'entreprises qui peuvent faire ça. Et voilà, toujours de se dire en tant que consommateur, bah, est-ce que si je branche un live sur la fabrication d'H&M là tout de suite, est-ce que j'achète le t-shirt? Pas sûr. Donc voilà, sans que ça nous empêche de dormir, mais j'aime bien cette idée-là. Et vraiment, c'est le but de cette usine du futur, de dire, bah voilà, là on vous montre vraiment. On sait que on peut pas, nous tous consommateurs, aller dans chacune des usines des produits qu'on achète, parce que sinon on a déjà trop de choses à penser. Mais par contre, une fois de temps en temps, faire venir les usines ici devant vous et voilà, vous montrer comment c'est fait. Et peut-être pour conclure, moi ce que je souhaite pour l'avenir, parce que cette usine du futur, bah, on est presque un peu plus de la mi-chemin, mais on est trop heureux de cette expérience. C'est dingue, bah, vous voyez derrière vous le monde, c'est assez hallucinant. On a encore un jour et demi devant nous. Je crois que tous les exposants sont hyper fiers d'être venus ici et d'avoir montré leur savoir-faire. Moi, ce que je souhaite, et ce que je dirais ce soir au dîner du salon, c'est que j'aimerais que l'année prochaine, il y ait une autre industrie en fait, qui montre son savoir-faire, que ce soit le meuble, que ce soit l'optique, que ce soit qui on veut. Vous avez vu à côté, et je vous encourage, si vous ne l'avez pas fait, à aller faire le tour du salon et faire tous vos cadeaux de Noël chez tout le monde. Je pense que quand on fait le parcours et qu'on voit comment les produits sont fabriqués, bah, ça fait du sens. On découvre des marques, on a encore plus envie d'acheter localement. Et voilà, ce qu'on disait sur l'impact carbone, bah, il est vrai chez tous les autres exposants, c'est la même chose. Donc voilà, on a les solutions, on a les entreprises. J'espère que tu seras d'accord avec moi et que tu relayeras ce truc-là. Aujourd'hui, c'est un prototype, cette usine du futur. Personne ne nous attendait. On a imaginé ce truc, on l'a sorti. Je remercie mon équipe. En 6 mois, on s'est beaucoup démené. Les industriels nous ont fait confiance, voilà, de déplacer leurs machines. C'est pas facile. C'est du temps, c'est de l'énergie, c'est des coûts. Donc voilà, il y a une prise de risque à faire cette usine du futur. On l'a tous fait, on l'assume ensemble. On est très fiers. Moi, ce que je souhaite pour l'avenir, c'est que un autre métier se dise l'année prochaine. Ok, on va mobiliser nos syndicats, nos fédérations, nos moyens, nos partenaires. On va aller chercher les grandes boîtes du CAC 40 de notre métier pour venir nous mettre un ticket et faire un vrai beau et grand truc avec de l'ambition qui va donner envie aux gens, parce que c'est ça le principe, c'est de reconnecter nos grands publics, nous tous, avec notre industrie, se rendre compte, et j'aime bien ce mot-là depuis 3 jours, que l'industrie c'est sexy et que voilà, on est tous dans le même bateau en fait. Et voilà, c'est un peu mon souhait pour terminer cette conférence. Gageons l'année prochaine qu'ici on aura le meuble, la gastronomie, l'industrie alimentaire. Franchement, pour avoir visité même ne serait-ce qu'une biscuiterie, je pense que personne ici a mis les pieds dans une biscuiterie. C'est dingue le process industriel d'une biscuiterie. Donc voilà, c'est mon souhait pour l'avenir. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. C'était un grand plaisir de vous avoir. Vous avez compris, on a plein de projets. Et si vous voulez participer avec nous dans cette relocalisation, on a bien aimé le jeu de mots. Vous savez, au slip, on en est friand. La relocalisation, c'est une obligation. C'est littéralement une obligation. Voilà, on compte sur vous. Vous n'avez qu'à flasher les QR codes et on espère que vous serez nombreux à nous suivre dans nos prochaines aventures. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne journée à tous.